Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, on va parler d'élevage des veaux laitiers sous vaches nourrices ou sous leur mère. Donc, c'est dans le cadre du projet Transforme d'Erinette et puis on s'est joint au projet Valov Bio également. Donc, voilà, c'est un consortium de projets qui se rejoignent un peu sur ce thème-là. Donc, vont présenter ce webinaire pour Fibel France, Caroline Constancis et Clara Robin qui sont là. Moi, je présente pour Philum, Chloé Le Gall-Ladevez. Et on aura Brigitte Béchiou, je ne sais pas si elle est là, Oui, elle est là. pour le FNAB. Bonjour, c'est la FNAB, oui. Et donc, je laisse Clara et Caroline prendre la main. Caroline, tu veux te présenter ou j'attaque tout de suite comme tu veux? Oui, donc Caroline Constancis, moi je travaille en particulier sur cette thématique. Donc je participe à la fois aux deux projets qui sont vraiment en lien. Donc Transforme d'Erinette vraiment sur l'élevage des veaux sous la mer et sous nourrice, et Valov Bio plutôt sur l'engraissement des veaux à la ferme. Et l'une des solutions, c'est l'élevage sous nourrice. Donc c'est dans les cadres de ces deux thématiques qu'on a fait ce webinaire pour répondre aux deux projets, à la fois projet européen et projet national CASBAR. Et Clara, qui est en stage avec moi actuellement depuis juillet et qui a réalisé des fiches techniques sur l'élevage des veaux sous la mer et sous nourrice. Donc, elle va pouvoir. Clara a fait un gros travail bibliographique aussi. Elle a lu autant des articles scientifiques que tous les résultats qu'elle a pu trouver, autant sur des articles techniques, des rapports de stage, des thèses, des rapports aussi faits par les différents GAM ou CIVAM sur cette thématique. Donc au final, on a donc au final, Clara a pu faire une synthèse assez complète et réaliser sous forme de fiches techniques assez exhaustives, mais assez courtes et précises sur chaque thématique. Donc on va pouvoir vous présenter ça aussi tout au long de ce webinaire. Donc Clara, je te laisse la main. Oui, donc comme Caroline l'a dit, et avec les travaux aussi que Caroline a fait, on a distingué un peu trois conduites que je vais vous présenter rapidement. Donc on va avoir pour commencer l'élevage des veaux sous nourrice. Donc on a les veaux qui restent avec des vaches adultes. Ces vaches adultes, c'est pas forcément leur mère, donc c'est pour ça qu'on parle de vaches nourrices. Et ce lot est conduit indépendamment du troupeau laitier. Ensuite, il y a la pratique des veaux sous la mer. Donc là aussi, les veaux restent longtemps et en permanence avec des adultes et il s'agit de leur mère, donc ils les accompagnent dans le troupeau laitier. Et enfin, on a l'allaitement dit en court contact quotidien. Dans ce système-là, les veaux ils rencontrent les vaches adultes uniquement lors de la tétée et le reste du temps, donc ils sont élevés et logés en bâtiment. Ces trois conduites, elles sont à adapter selon chaque situation et on peut tout à fait les combiner et les coupler sur une même ferme. Et un même veau peut être conduit tout au long de sa vie sur la ferme de différentes manières. Donc, je vais commencer par l'élevage des veaux sous nourrice. Donc, c'est une pratique qui vient d'Angleterre. Elle a été introduite en France dans le Nord-Ouest en 2010. Elle est encore très réalisée dans cette région. C'est un troupeau, comme je l'ai dit, qui est séparé du troupeau laitier. On compte à peu près 12% du troupeau qui sont des vaches nourrices. Chaque vache a en moyenne 2 à 3 veaux à charge. Elles ne sont pas traites. La phase d'adoption, c'est vraiment la phase clé et technique pour cette conduite-là. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que avec cette conduite, on peut mettre les veaux de manière plus précoce et faire un sevrage plus tardif. Pour ce qui est des atouts de cette pratique, on a moins d'astreintes quotidiennes et de manipulation des veaux puisque l'alimentation elle est faite naturellement entre les veaux et les vaches, donc on n'est plus d'astreinte pour cette alimentation. Le mode d'alimentation permet aussi une meilleure croissance des veaux. On peut espérer donc un vélage qui est plus tôt pour les génisses de renouvellement. On a une meilleure santé, un meilleur bien-être et apprentissage des veaux. On a un effet curatif sur les mammites et les boiteries.
On a une amélioration de la qualité du lait vendu par la sélection des vaches à cellules. Donc, c'est vrai que dans cette pratique-là, on peut vraiment choisir quelle vache est destinée à devenir une nourrice. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir jouer sur la qualité du lait qui va être récolté et vendu. Et on peut aussi utiliser des parcelles éloignées avec ce lot-là. Il y a des difficultés et des inconvénients à cette pratique, donc il faut vachement surveiller, notamment au cours de l'adoption, les animaux. Donc pour pallier à ce problème-là et un peu faciliter cette observation, on peut placer les cases d'adoption à côté de la salle de traite. Comme autre souci, on a un stress et un sevrage qui est où il y a la séparation qui est beaucoup plus important, puisqu'on a vraiment un lien qui se fait entre les veaux et les vaches. Donc, c'est pour ça qu'il faut réaliser le sevrage de manière plus progressive et le plus tardivement possible. Comme on ne gère plus l'alimentation et qu'on va plus au contact des veaux aussi fréquemment, les veaux ils peuvent devenir un peu plus sauvages. Donc, il faut penser à garder ce contact au quotidien en mettant en place, par exemple, des pratiques comme le pâturage tournant. Et au moment du sevrage, il faut penser et renforcer le lien qu'on veut créer. Enfin, sur les nourrices, on a aussi un peu des impacts qui peuvent être négatifs, notamment sur l'état corporel. Elles peuvent être beaucoup amaigries, donc il faut faire attention à leur apporter une ration qui est autant riche que pour une vache laitière. Et on a aussi des chaleurs qui sont beaucoup moins observables. C'est plus difficile, donc dans ce cas-là, il faut peut-être utiliser des vaches qui sont déjà gestantes. Ça peut être une solution. Et enfin, la gestion de cette conduite-là, elle est un peu plus délicate et difficile dans le cas de vélages étalés. Donc, c'est pourquoi, des fois, il faut peut-être grouper les vélages et tout ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, je vais vous décrire rapidement un peu la conduite des vaches, des veaux sous nourrice. Clara, Oui. je me permets juste d'intervenir pour, si besoin de poser des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, ce sera plus simple pour nous pour essayer de les trier, de les regrouper. Merci. Donc là, je voulais juste vous présenter un petit peu rapidement que avant d'être sous nourrice, le veau il va rester en général avec sa mère sur ces élevages-là. On a une durée à peu près de 4,5 jours. Après, on peut avoir une phase d'allaitement artificiel. Elle est optionnelle. Elle peut jouer un rôle de phase tampon en attendant les naissances et elle ne dure pas longtemps. Et c'est qu'au bout de 1 à 2 semaines que les veaux vont rencontrer les nourrices et donc être adoptés par ces vaches. Et l'adoption dure environ une dizaine de jours. Et après, les veaux vont pouvoir être mis au pâturage. On en parlera un peu plus tardivement aussi de toutes ces étapes importantes de cette conduite, mais ce qui était important là à montrer, c'est un peu l'enchaînement des veaux, enfin des conduites des veaux au cours de leur vie sur la ferme avec ce mode d'élevage-là. Il y a une grande diversité qui existe. Donc, tout est très flexible d'une ferme à l'autre, tout est adaptable. En ce qui concerne les veaux sous la mer, donc on a un système qui est majoritaire dans de nombreux élevages traditionnels dans le monde. Ils sont utilisés un peu partout, en France à bas bruit. On n'a pas de conduite type encore une fois. Les durées d'allaitement, hein, ça peut être très variable. Je viens de présenter un cas où l'allaitement sous les mers dure que 5 jours, mais on peut avoir tout à fait aussi des allaitements qui durent plus longtemps, notamment lorsque les veaux restent sous la mer tout le long jusqu'à leur sevrage en fait, et ça peut donc durer 3 à 6 mois. La durée de contact quotidienne peut aussi changer puisque ça peut être qu'une demi-journée comme 24 heures sur 24. Et cette pratique est on peut facilement le combiner avec d'autres pratiques d'allaitement naturel et d'allaitement tout court. Ces atouts à cette conduite, c'est qu'on va avoir encore une fois un bon développement comportemental des veaux, puisqu'on va avoir des bons apprentissages par la mère, une bonne intégration dans le troupeau qui est du coup assez rapide et précoce par rapport aux autres modes d'élevage. Et on a aussi une bonne intégration au pâturage. Encore une fois, il y a moins de pénibilité liée à l'alimentation. On a une image qui est plus positive de l'élevage auprès du grand public. Et on a aussi des réductions des problèmes sanitaires. En ce qui concerne les difficultés et les inconvénients pour cette pratique-là, c'est que comme les vaches, qui sont donc les mères, sont du troupeau laitier et qu'on va traire, on observe des réductions de la quantité de lait collecté et une modification aussi de sa qualité. Donc on va pouvoir jouer sur les temps de séparation entre les veaux et les vaches, donc notamment en mettant en place par exemple un contact qui est que sur la demi-journée et non en permanence.
Dans ce cas-là aussi, on a un sevrage et une séparation qui est plus difficile, donc il faut faire attention à réaliser le sevrage de manière plus progressive et tardive. Et enfin, ce qui est important aussi dans cette conduite, c'est que là, les veaux, donc, ils restent en permanence avec leur mère. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le troupeau et donc il faut faire attention à bien adapter les bâtiments, mais aussi le pâturage à leur fragilité et à leur taille. En ce qui concerne l'allaitement en court contact quotidien, donc les veaux rencontrent les vaches en général 2 fois par jour. Et ces vaches, c'est soit leur mère, soit alors c'est d'autres vaches du troupeau laitier. Et ça peut changer tous les jours. Donc là, j'ai mis l'exemple, par exemple, des critères de choix. Ça peut être des vaches à cellules. On veut valoriser un lait qui a une mauvaise qualité, bah alors on va utiliser ces vaches-là pour nourrir les veaux pendant quelques jours. Ou alors, ça va être aussi en fonction de leur production laitière qu'on va pouvoir décider de les traire et de les téter et de les faire téter ou uniquement traite, etc. Donc, les veaux sont logés de manière indépendante. Ils sont logés dans des logements collectifs en général et ils n'ont pas de contact avec le troupeau laitier. Ils ne restent pas avec les vaches. La rencontre, elle se fait en général au moment de la traite, donc soit avant, soit après, soit pendant. Et en général, les éleveurs créer des lots pour faciliter les rencontres. Enfin, vu que les vaches ne sont pas forcément les propres mères des veaux qu'elles vont rencontrer sur ces périodes-là, on va avoir peut-être besoin d'avoir des équipements de contention comme les cornadis, ou alors il faut veiller à faire le choix d'utiliser des vaches qui ont un caractère maternel plus développé. Donc, en général, le court contact quotidien, l'âge de sevrage, il est environ de 3 à 6 mois. Et là aussi, on peut avoir avant une phase qui est sous la mer en permanence avant de passer à uniquement une rencontre 2 fois par jour. Les atouts de cette conduite, c'est qu'on va pouvoir maximiser le lait collecté à la traite et valoriser un lait qui est non commercialisable à un moment donné. Et on va pouvoir aussi contrôler l'alimentation des veaux tout en réduisant la pénibilité liée à leur alimentation, puisque c'est l'éleveur qui va gérer les rencontres, qui va décider combien de temps les veaux restent avec les mères et de pouvoir veiller vraiment à observer tous les signes qui montrent une bonne alimentation. Et enfin, ce mode d'élevage-là, il est compatible avec le robot traite, mais aussi avec des vélages étalés dans l'année. En ce qui concerne les difficultés et les inconvénients, par contre, avec cette conduite, eh ben, on est contraint par les heures de traite, donc on a toujours l'astreinte. Donc, il faut rendre les déplacements et les séparations efficaces. Donc, c'est pourquoi il faut un peu aménager peut-être le bâtiment en mettant les cases les unes à côté des autres pour faciliter donc le déplacement d'une case à une autre. Les veaux, ils sont en bâtiment et la mise à l'herbe, elle reste tardive dans ce cas-là. Donc, il faut faire toujours attention à veiller à une bonne hygiène en bâtiment et il faut maximiser le temps à l'extérieur des veaux si possible. On a une relation entre le veau et la mère qui sont forcément plus limitées, donc il faut essayer de la favoriser au maximum tout de même. Et enfin, il y a au niveau des tétées, donc il faut faire attention, soit elles peuvent être insuffisantes, donc il faut peut-être changer le moment et l'ordre en fait avec la traite pour voir si c'est pas un temps de tétée qui est pas assez long. Et il faut faire aussi attention pendant ces moments-là au comportement de la vache, parce que toutes les vaches n'acceptent pas facilement, donc il faut pouvoir les bloquer. Voilà, donc là, je vous ai présenté rapidement les 3 conduites qu'on a identifiées et on aimerait que vous remplissiez ce petit questionnaire qui prend pas longtemps puisqu'il y a vraiment que 5 à 7 questions, pas plus. Je vous mets le lien dans le chat et vous pouvez normalement retrouver le questionnaire avec le QR code. Hop. Et on répondra aussi aux questions Oui. juste après la réponse à ce questionnaire. Oui, ou pendant si ça dérange pas non plus, comme vous voulez. Oui, sinon on peut profiter du temps d'attente. Clara, Caroline? Oui, ok. Ok, on peut faire ça, ouais.
Donc, il y avait une première question, c'était lors de l'élevage des veaux sous la mer, quelles sont les conséquences sur les chaleurs des mers? Caroline. Ça, c'est des questions qu'on va traiter après. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément détaillé la façon dont on a découpé ce webinaire. Donc là, Clara vous a présenté rapidement les 3 types de pratiques. Ensuite, Clara va toujours vous détailler plus précisément maintenant, point par point, les questions qu'il faut se poser, les points d'intention qu'il faut avoir à chaque phase de vie du veau entre sa naissance et le sevrage. Et après, moi, je vous présenterai les impacts. Donc, sera dans cette partie-là où on détaillera cette question-là. On la garde sous le coude. Deuxième question, des exemples d'organisation des temps de séparation entre mère et veau. Donc, c'est peut-être abordé plus loin aussi. Pas trop, non. Pas forcément. Ouais, sur les temps de séparation entre les vaches, donc dans le cas, je sais pas si c'était dans le cas des systèmes vraiment sous la mer ou plutôt en court contact quotidien, mais en ce qui concerne sous la mer, en général, ce qui est facilement réalisable, c'est que les veaux, ils restent la nuit en logement en intérieur et ils rencontrent les mères uniquement entre les deux traites. Donc, on va avoir des temps de séparation qui sont plus d'une demi-journée et des temps de contact sur la période entre les deux traites où on peut mettre les veaux la journée au pâturage avec les mères. Et sinon, après, si c'était sur plutôt une question de court contact quotidien, les veaux, ils rencontrent les vaches sur vraiment des courtes périodes, 2 fois par jour ou qu'une fois par jour. Et ces périodes, elles peuvent durer que 15 à 30 minutes, comme elles peuvent durer un peu plus longtemps, 1 à 2 heures. Et entre ces périodes-là, les veaux sont logés séparément des vaches. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Vous pouvez soit les écrire ou là, on peut profiter aussi de ce petit temps d'échange si vous voulez les dire directement à l'oral. On refera un petit temps d'échange aussi après la présentation des pratiques entre la naissance et le sevrage. Et une dernière à la fin sur les impacts. Et après, on finira par présenter un peu plus en détail les 2 projets, donc Transform Dairynet et Valov Bio. Donc on a une autre question. Que deviennent les nourrices après le sevrage des veaux? Réforme, remise dans le troupeau. Là encore, c'est une question que Clara va présenter aussi Oui, juste après. tout à la fin, oui. Et pour répondre aussi à la question de Laurence, oui, je les aborderai juste après également. Clara, on commence à avoir quelques réponses. Ouais, est-ce que vous voulez que je partage l'écran? Ouais. Ça marche. Alors, hop, je bascule. Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Moi, je te laisse présenter, Clara. Oui, je présente. Après, là, les chiffres, on les voit plutôt bien sur les profils. Vraiment, ce questionnaire avec Caroline, on voulait le faire aussi pour avoir un peu un état des lieux des connaissances aussi, enfin, des connaissances des pratiques en dehors du monde de l'agriculture et tout ça. Mais aussi, on voulait avoir un peu, c'était possible de voir une répartition sur le territoire un peu de ce qui est fait et
si c'est possible. Je regarde un petit peu au fur et à mesure. Donc on voit qu'on a des gens un petit peu de partout, donc c'est super. On a même des gens de Martinique, de Guyane, de Mayotte. Et 3 personnes qui sont en dehors de la France. Donc j'ai vu des Suisses notamment, nos collègues du FIBEL suisse. Ensuite, oui, l'objectif de ce questionnaire, comme disait Clara, c'était de voir aussi un petit peu quelles pratiques se faisaient et où. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce questionnaire, parce que ça, c'est une question qu'on a du mal encore à bien cerner. Donc, d'où l'intérêt de savoir d'où vous venez, et après, on va pouvoir croiser, on ne pouvait pas le faire en direct, mais Oui. pouvoir croiser un peu de qu'est-ce que vous connaissez dans votre secteur. Donc, dans les départements aussi qui sont passés tout à l'heure, on voyait qu'il y avait pas mal de personnes de Bretagne, de Pays de Loire, mais finalement un peu partout en France. Donc, c'est super. On voit que c'est quand même une pratique qui se développe un petit peu partout et qu'on a à peu près un représentant par département. Tous les départements sont pas représentés, mais on voit que vous êtes un peu partout quand même. Donc, c'est super. Ensuite, là, sur les pratiques, on voit que... Ça, c'est la question qui est réservée aux éleveurs. D'accord. Donc, on voit que parmi les éleveurs, donc je sais plus combien on en a, je sais qui a répondu à ce questionnaire. Oui, il y en a 9. 9 éleveurs, et on voit qu'il y en a donc 4 qui n'ont pas encore, qui ne pratiquent pas cette pratique. Un en court contact quotidien, 3 sous la mère et un sous nourrice. Donc là encore, on voit que c'est une pratique, qu'on a bien les 3 pratiques qui sont réalisées. Après, on pourra essayer de croiser justement pour voir Oui. d'où viennent ces personnes. Ensuite, avez-vous une idée des pratiques actuellement mises en œuvre dans les élevages de votre secteur? Donc ça concernait tout le monde. Bon, on voit que finalement, il y a quand même il y a la moitié qui savent ce qui est fait et l'autre qui ne savent pas. Donc on voit que c'est encore des personnes qui sont intéressées, mais qui n'ont pas encore forcément connaissance de ce qui se passe dans leur coin. Mais c'est pas grave, on est là justement aussi pour apprendre et pour échanger. Donc c'est justement le but aussi de ce webinaire. Puis après, même plus largement, dans les 2 projets, le but c'est bien de faire du lien. Donc c'est justement aussi un point de départ. C'est super. Et ensuite, quelles sont les proportions? Donc euh, on voit que les pratiques sont quand même assez euh, euh, il y a un peu de tout et on voit que c'est fait, mais voilà, ça reste encore des pratiques à bas bruit. À bas bruit, on voit que c'est entre 0 et 25% des pratiques actuellement. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on avait peut-être plutôt donc les pratiques des courts contacts, c'est des 3 pratiques où on peut élever des veaux sous la mer et sous nourrice, euh, restent encore peu pratiquées, voire pas pratiquées, selon les secteurs. Et on peut aussi... en fait, on avait plutôt tourné la question au sein des 3 pratiques, s'il y avait plus de veaux sous les nourrices, sous les mers et en court contact quotidien. Mais bon. Ok. Et la question, c'était la dernière. Ouais, c'est la dernière. Voilà, donc merci à tous d'avoir répondu à ce questionnaire qui va nous permettre de voir un peu plus en détail qu'est-ce qui est fait et où ça. Clara, je te propose de passer à la suite. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques sur ces petites enquêtes. C'est tout bon, le diaporama s'affiche. Oui, c'est bon, on le voit. Ok, alors c'est reparti.
Donc là, j'ai présenté vraiment de manière séparée un peu les trois conduites, mais là, ce dont je vais vous parler, c'est un peu des tendances et des aspects techniques qui sont généraux à ces systèmes-là. Donc je vais commencer par un peu les profils des fermes dans lesquelles on retrouve ces pratiques. Donc on remarque que la taille des troupeaux, elle est assez variable. Et après, on remarque aussi que ces fermes-là, elles cherchent à gagner en autonomie, elles sont basées davantage sur le pâturage. Donc, on va avoir après des gestions d'élevage et des modes d'élevage qui vont un peu accompagner ces recherches-là d'objectifs avec, par exemple, des vélages groupés au printemps. On a des fermes qui sont sous les cycles de qualité. Donc, ça va s'accompagner par des croisements avec des races, avec notamment des races rustiques ou locales. On a aussi des fermes qui transforment leur production laitière. On a aussi des cas où on a de la monotraite. C'est aussi des fermes dans lesquelles on va retrouver de la vente directe. Et en général, les éleveurs sont plutôt bien formés et informés. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est donc des veaux et des vélages, j'ai un peu commencé à expliquer que les veaux sous nourrice c'était plus compliqué dans le cas des vélages étalés. Donc, en effet, les vélages groupés, c'est ce qu'on recommande lors des veaux sous nourrice, puisque ça permet une gestion de l'adoption qui est plus facilitée, puisque tous les veaux naissent en même temps, donc peut former les lots des veaux adoptés plus facilement. On n'a qu'un seul lot à gérer. En revanche, on va avoir des pics de travail, on va avoir une réduction de la fenêtre de reproduction, donc on va avoir des éleveurs qui vont être davantage incités à utiliser des vaches juste avant leur réforme en tant que vaches nourrices pour lesquelles ils n'ont plus d'objectif de reproduction derrière. Et enfin, une contrainte aussi, c'est la possibilité de la fermeture de la salle de traite. Donc les vélages ils peuvent être groupés soit sur une saison, donc soit au printemps, soit à l'automne, soit il y a des éleveurs qui le font sur 2 saisons. Et en général, les critères de choix, ça va être les ressources principalement, donc avec la pose de l'herbe, le stock de fourrage, mais il y a aussi par exemple l'accessibilité au pâturage et puis bien évidemment les objectifs de chaque éleveur qui rentrent en jeu. Si les vélages ne sont pas groupés, alors ils sont étalés et c'est ce qui convient tout à fait pour un élevage sous la mer ou en court contact quotidien. En court contact quotidien, on a plusieurs veaux qui rencontrent des vaches au même moment, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être faciliter ces rencontres en créant des lots en fonction de leur âge et ça permet donc de réduire la compétition. En ce qui concerne les veaux, donc pour quel veau on peut mettre en place ce genre de pratique? Eh bien, c'est tous les veaux qui naissent sur une ferme laitière. Là, je vais vous présenter un peu des moyennes de durée des conduites, mais c'est très variable et ça reste une moyenne. Et ce qui est important aussi, que je vais essayer de vous montrer un peu à travers cette diapositive, c'est que tout est vraiment adaptable, tout est flexible et que faire un choix pour une catégorie de veaux ne va pas représenter une contrainte pour un autre choix. Donc, lorsque les veaux y naissent, donc ils restent sous la mer environ 10 jours, mais cette durée, elle peut vachement varier, puisque soit on va avoir un allaitement artificiel qui va suivre, dans ce cas-là, la durée est plus précoce, soit on va avoir euh, une durée d'environ une semaine lorsque c'est suivi par une autre phase d'allaitement naturel. Si les veaux ils restent uniquement sous la mer durant toute leur vie sur la ferme, on va avoir 15 à 21 jours sous la mer dans le cas d'une vente à un engraisseur. Et enfin, comme je le disais déjà tout à l'heure, sinon les veaux peuvent rester 3 à 5 mois jusqu'au sevrage. Et les veaux sont soit en bâtiment, soit au pâturage avec les mères. Ça dépend de la saison et des disponibilités, encore une fois. La phase d'allaitement artificiel, si elle existe, elle peut être plus ou moins longue. En conventionnel, on a une durée qui est entre 2 à 3 semaines et ensuite les veaux sont vendus. Les veaux non destinés au renouvellement. Et sinon, on va avoir une durée qui est environ d'une semaine dans le cas où cette phase est suivie d'un allaitement naturel. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, soit après une période sous la mer et d'allaitement artificiel ou directement après une période sous la mer, on peut avoir une conduite des veaux sous nourrice. Donc là, les veaux, ils rencontrent leur nourrice en général qu'à l'âge de 1 à 2 semaines. Et ils sont d'abord en bâtiment, puis après au pâturage, dès que les conditions le permettent.
soit on a donc l'élevage en court contact quotidien, où ils vont être uniquement en bâtiment. Dans ces deux modes de conduite-là qui interviennent à l'âge d'1 à 2 semaines, rien n'empêche de vendre, encore une fois, ces veaux non destinés au renouvellement en cours de route avant le sevrage. Et le sevrage, justement, il est entre 6 à 10 mois pour l'élevage des veaux sous nourrice. Et il intervient un peu plus rapidement pour les courts contacts quotidiens et sous la mer aussi, entre 3, 4, 5 mois. Et une fois que les veaux sont sevrés, soit ils vont être destinés à la vente, en broutard ou en bœuf, s'ils restent plus longtemps sur la ferme, soit c'est donc les futurs génisses. Donc c'est les génisses de renouvellement qui vont intégrer le troupeau laitier plus tardivement. Quelle race de veau on peut avoir? Donc soit on a des veaux croisés viande, soit on va avoir des veaux de race mixte. Donc en fonction des choix des éleveurs, de la demande, etc. et des objectifs de croissance aussi. Plusieurs choix peuvent être faits. Et maintenant, ce qui est important à retenir dans ces conduites-là, c'est que l'aspect du métier de l'éleveur, elle est vachement différente à ce qu'on peut faire à ce qui est le cas, pardon, en conventionnel, puisque l'élevage va vachement reposer sur la surveillance et sur la confiance qu'on accorde à nos animaux. Donc, il y a plusieurs signes qu'on peut observer, notamment dans les premiers jours, lorsqu'on met en place la conduite. Donc, par exemple, sur les veaux, c'est vérifier tout d'abord que le veau se nourrit assez et bien. Donc, il faut observer s'il y a du lait sur le museau, si le ventre il est rond, bien gonflé. Et enfin, des signes de santé plus généraux avec si le veau reste actif, s'il n'a pas de signe de diarrhée, le poil ou encore au niveau des yeux et des museaux. Dans ces conduites-là, en général, c'est un peu plus difficile de voir qu'un veau va pas très bien, puisque en conventionnel, lorsqu'ils sont dans des cases individuelles, en général, dès que le veau va pas très bien, il arrête de boire du lait, il s'alimente plus. Alors que dans ce genre de système, les veaux, même en allant pas bien, ils vont quand même être incités et encouragés par la présence de la vache à continuer de se nourrir. Et en ce qui concerne justement la vache, on a aussi le comportement à observer, puisque les vaches peuvent être agressives, elles peuvent rejeter le veau, elles peuvent en favoriser. Donc, il faut veiller à ce que tout se passe bien. Et il faut aussi veiller que la mamelle soit vide et que les trayons soient propres, sans blessure. Pour la mamelle soit vide, si elle ne l'est pas, c'est que le nombre de veaux dont elle est à charge n'est pas le bon. Donc, il faut adapter. Et pour les trayons, souvent, les trayons peuvent être blessés du fait de la fréquence augmentée de la tétée lorsque les veaux restent avec les mères. Donc, il faut faciliter cette surveillance avec, comme je l'ai déjà dit précédemment, mettre des cases qui sont proches de la salle de traite et davantage surveiller au début le temps que tout se fasse naturellement et sans l'intervention de l'éleveur. Il y a quelques points d'attention donc à avoir lorsqu'on a des veaux qui sont avec le troupeau laitier. Donc, il faut faire attention déjà, premièrement, à avoir un lien qui est bien établi entre le veau et les veaux ou le veau avec la vache. Il faut donc éviter que les veaux se perdent et soient volés. Et enfin, il faut donc adapter les bâtiments. Donc, il faut faire attention aux espaces entre les barrières, au sol, à l'espace nécessaire dont ils ont besoin avec les vaches. Donc, il faut faire attention l'espace entre les logettes. Il faut peut-être créer un espace qui leur est réservé, dans lequel où ils vont pouvoir être davantage protégés du froid et avoir accès, par exemple, aux aliments solides ou à l'eau avec par exemple, des abreuvoirs adaptés à leur taille. Et enfin, s'il y a des comportements un peu agressifs de la vache, que les cases soient équipées de cornes à dis. Au pâturage, il faut aussi être attentif. Donc, le pâturage, il se fait dès l'âge de 10 à 15 jours, c'est possible. Sinon, c'est environ 1 mois. Donc, c'est une bonne solution à la réglementation d'agriculture biologique de mettre les veaux dès que possible à l'extérieur. On peut faire un apprentissage des fils avant de les mettre au pâturage, donc en bâtiment. Et lorsqu'ils sont au pâturage, donc pour l'élevage des veaux sous nourrice, il faut faire attention à avoir un âge entre les veaux qui n'est pas trop différent pour pas qu'il y ait d'échange entre les vaches nourrices et que ce soit un problème, notamment de problème de compétition entre les veaux. Et les vaches nourrices peuvent aller sur des parcelles plus éloignées de la ferme.
Pour les problèmes de parasitisme et de relations entre l'humain et les animaux, on peut mettre en place le pâturage tournant. Et enfin, les points d'attention, c'est que les veaux sont des animaux de petit gabarit, donc il faut faire attention au niveau des clôtures, s'ils passent ou non sous les fils. Et dans ce cas-là, il faut faire attention, notamment s'il y a des proximités avec des routes, adapter la clôture. Il faut aussi veiller à ce qu'il n'ait pas trop froid à l'extérieur. Et enfin, pour les nourrices notamment, il faut veiller à avoir une bonne complémentation au pâturage également. Et en parlant des vaches nourrices, donc comme je vous disais, je reviens un petit peu sur cette étape d'adoption qui est importante. Donc tout d'abord, une vache nourrice doit avoir un nombre adapté de veaux. Donc en fonction de sa production laitière, il faut qu'elle ait assez de lait et il ne faut pas qu'elle en ait trop non plus pour le nombre de veaux qu'elle a à charge. Il faut que les veaux aient le même âge pour qu'il n'y ait pas de problème de compétition entre les veaux et que la vache nourrice n'en favorise pas un autre également. Le mieux, c'est d'avoir une case par vache nourrice, donc d'avoir des petites cases avec la possibilité de bloquer la vache pour créer donc une bonne relation entre les veaux et la nourrice. Toujours surveiller. Et en général, l'adoption, elle dure entre 1 à 2 semaines. En ce qui concerne la vache nourrice, donc les critères de choix, c'est au niveau de la santé avec les taux cellulaires, les boiteries, la présence de problèmes de reproduction et de traite également. Et on peut aussi utiliser des vaches qui sont davantage maternelles et qui n'ont pas peur de l'éleveur. Comme ça, les veaux ne seront pas craintifs à leur tour. L'adoption, c'est une phase où on peut rencontrer des difficultés. Donc, il y a des petits trucs et astuces qui ont été un peu relevés au fur et à mesure à travers les projets. Et on a donc plusieurs astuces pour pouvoir créer du lien entre les veaux et les nourrices. Donc, on va avoir la possibilité de ne pas nourrir les veaux juste avant l'adoption et de ne pas traire la nourrice pour faciliter donc la tétée entre les veaux et la nourrice. On peut donc utiliser qu'une seule case par nourrice, comme je le disais tout à l'heure. On peut aussi utiliser du vinaigre de cidre ou alors de la lavande qu'on peut mettre sur le dos des veaux de la future nourrice. Et comme ça, en fait, quand on va lui présenter d'autres veaux qui ne sont pas les siens, en mettant la même odeur sur leur dos, la vache va davantage les accepter. On peut aussi mettre du sel sur le dos des veaux pour encourager les vaches à les lécher, etc. On peut la bloquer, la nourrice. On peut aussi la changer puisque si au bout de 5 à 7 jours, la nourrice n'accepte toujours pas les veaux, c'est que ça ne marchera pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à changer de nourrice. Et on peut utiliser des vaches qui viennent juste de véler car elles ont plus de facilité à accepter d'autres veaux. Pour la place en bâtiment, on peut utiliser l'ancienne nurserie. On peut faire en sorte que les vélages ne soient qu'après avril pour qu'on récupère la place des génisses qui sont partis au pâturage. Et comme ça, on récupère la place en bâtiment pour réaliser les adoptions. Et même si ce n'est pas l'idéal, on peut faire plusieurs adoptions dans une même case. Et pour éviter donc la compétition entre les veaux, il faut adapter le bon nombre. Il faut mettre les veaux du même âge. On peut aussi mettre des vaches qui vont être des veaux pardon, qui vont être destinés au renouvellement avec d'autres veaux non destinés au renouvellement. Et enfin, dans certains élevages, les veaux biologiques restent avec leur mère et d'autres veaux sont présentés à la nourrice, comme des fois, ça ne marche pas parce que la nourrice va préférer et favoriser son propre veau aux autres. Donc là, c'est à adapter en fonction de chaque vache et chaque veau, de savoir si on laisse ou non le veau biologique à sa mère. En ce qui concerne le sevrage, pour les veaux sous nourrice, comme les vélages sont plutôt groupés, on peut faire des sevrages groupés aussi et ça va intervenir à des saisons particulières tout au long de l'année. Le premier cas, c'est lorsque les veaux naissent au printemps, donc ils vont être mis au pâturage et on va les sevrer avant la rentrée en bâtiment des vaches. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir réutiliser entre guillemets la vache pour être soit retournée dans le troupeau laitier, soit elle retourne à l'adoption. Et les veaux sont donc rentrés en bâtiment, donc il faut de la place en bâtiment. Ça veut dire que les veaux ont une saison de pâturage qui est plus réduite et on a aussi
une rupture brutale de l'alimentation lactée. Donc, il faut faire attention parce que post-sevrage, il peut y avoir des croissances qui ralentissent. On a un deuxième cas avec des naissances au printemps, où là, ici, on laisse les veaux durant toute la saison au pâturage. Et c'est au moment de la rentrée en bâtiment de tout le monde qu'on va séparer les animaux. Donc, c'est ce qui correspond un peu plus à ce qui peut se faire naturellement, puisqu'on a un sevrage qui est entre 7 et 10 mois. Donc, ça correspond à l'âge naturel. On a aussi des nourrices qui peuvent être taries à ce moment-là. Et avec une saison aussi longue au pâturage, on a une immunité qui peut se développer. Et la rentrée en bâtiment à ce moment-là, ça peut faciliter la contention des animaux. En revanche, la nourrice, elle reste plus longtemps avec les veaux, donc il faut faire attention à son état et aussi à l'état de la mamelle. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas des vélages à l'automne. Donc là, on a davantage de veaux en bâtiment. Mais par contre, au moment du sevrage, on va avoir une mise à l'herbe qui va enchaîner juste derrière, donc on a moins de perte de croissance dans ce cas-là. Et par contre, là, lorsque les veaux sortent, enfin, du coup, les veaux sevrés et les génisses sortent, ils n'ont pas été en contact avec le pâturage, pas assez en tout cas au contact avec les parasites dehors, donc il faut faire attention au parasitisme. Et lorsqu'on parle des veaux sous la mer ou en court contact quotidien, il n'y a pas vraiment de saison particulière et de groupement de sevrage qui peuvent être faits. Donc là, en général, c'est entre 3 à 5 mois en fonction des objectifs de croissance qu'on a. Et en général, c'est mieux de favoriser des lots. Lorsque les veaux ont été élevés ensemble, on pratique le sevrage en même temps pour éviter le stress. Puisque c'est important de faire attention à la méthode de sevrage. Donc, il faut dissocier le sevrage et la séparation, parce que c'est à la fois un changement d'alimentation, mais aussi un changement de contact avec la vache à ce moment-là. Donc, soit on réduit le temps de contact avec la vache. Donc, en fonction des conduites, soit on va réduire le temps sous la mer, soit on va réduire le nombre de tétées par jour en court contact quotidien, ou alors, dans le cas des veaux sous nourrice, on va réduire le nombre de vaches en présence des veaux. On peut les sevrer de manière, on va dire, sociale, en séparant physiquement les animaux, mais en permettant quand même un contact visuel entre les animaux. Et enfin, on peut avoir un sevrage aussi qui est donc lacté, mais on n'empêche pas le contact enfin, on ne le diminue pas en tout cas, le contact entre la vache et les veaux. Donc, on va privilégier la tétée des jeunes veaux et on va ne mettre que plus tard les plus vieux. Donc, ils auront moins de lait à disposition. Ou alors, on peut utiliser des anneaux anti-tétée comme on le voit sur la photo. Et si les méthodes progressives ne peuvent pas être mises en place ou alors enfin, voilà, si ce n'est pas possible, il faut quand même faire attention à avoir un sevrage le plus tardif possible, puisqu'il y a quand même des conséquences qui peuvent être importantes, notamment au niveau du ralentissement de la croissance. Donc, il faut faire attention d'avoir une bonne transition alimentaire des veaux. Donc, il faut réduire progressivement le lait et apporter du fourrage à volonté. Et il y a aussi des conséquences sur le stress. Et il y a plus de vocalisation dans ce genre de système. Et du coup, il faut faire attention aussi au comportement des animaux, puisqu'ils vont essayer de s'enfuir, de se retrouver, etc. Donc, il faut assurer leur sécurité. Et en ce qui concerne donc les vaches, après le sevrage des veaux, on peut se poser plusieurs questions. Donc déjà, est-ce que la vache, elle est tarie? Si c'est le cas, on se demande si la vache est gardée ou pas sur la ferme. Si elle n'est pas gardée, c'est une vache réformée qui part à l'abattoir. Sinon, elle intègre le lot des taris et la lactation suivante, elle retrouvera soit le troupeau laitier, soit elle sera remise à l'adoption. Si ce n'est pas une vache tarie, alors ça dépend de son stade de lactation à laquelle on est. Soit c'est à la fin, donc en général, elle va retourner dans le troupeau laitier. Et si c'est plutôt au milieu, on va plutôt avoir une vache qui peut retourner à l'adoption ou aussi retourner dans le troupeau laitier. Donc là, je vous ai présenté un peu les aspects techniques de ces conduites. Et comme Caroline l'a dit au début de ce webinaire, j'ai réalisé donc des fiches techniques. Je ne sais pas si je les partage maintenant ou pas. N'importe. Tu peux déjà les présenter, puis tu mettras dans le chat Ouais, une fois que tu auras ok. fini de parler.
Donc là, ce que j'ai fait dans mes fiches techniques, c'est que on retrouve donc les fiches par conduite. Donc comme là, on voit l'élevage des veaux sous nourrice, sous la mer et en cours contact quotidien. J'ai repris donc ce que je vous ai présenté, les avantages et les inconvénients, avec un peu plus de détails techniques que ce que je vous ai présenté là. Mais j'ai aussi réalisé d'autres fiches avec donc plutôt la partie aussi donc sevrage et récemment avec l'impact sur la santé des veaux notamment et le bien-être. Et j'ai aussi quelques fiches, on va dire, introductives avec quelles sont les motivations des éleveurs lorsqu'ils mettent en place ces conduites-là, qu'est-ce qui est encore un frein, comment ça se combine bien avec le reste des, des choix qu'on fait sur la ferme, et qu'est-ce qui est fait aussi en France de manière générale. Voilà. Donc voilà, on a fini la partie, on va dire, qui détaille plus précisément comment réaliser ces types de pratiques d'élevage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment avant que je vous présente les impacts. Première question dans le chat, y a-t-il des approches économiques par rapport au temps de travail et par rapport au temps de travail? Oui, j'ai essayé d'en faire quelques-unes. Donc c'est un travail qui est encore en cours et qui fera l'objet du futur atelier fait dans le cadre de Transform d'Erinette qui sera réalisé au début de l'année 2026. Donc pas dans ce webinaire-là, mais en 2026. Et voici, je peux dire quelques mots rapidement dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans 5 fermes, donc qui représentaient les 4 pratiques d'élevage. Donc j'avais une ferme, il y avait 2 fermes en cours contact quotidien et également une ferme qui sépare les veaux des mers, toutes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a pris les bilans comptables de 3 ans, 2021, 2022, 2023 de ces fermes. Et j'ai analysé les résultats, donc d'abord ventilé dans différentes catégories pour savoir quelles étaient les grandes charges, les grandes catégories de charges et de produits de ces fermes. Et fait d'abord une analyse au niveau de la ferme, donc avec une approche trésorière, une approche comptable pour savoir finalement euh, qu'est-ce qu'il en était réellement de la viabilité de ces pratiques à l'échelle de la ferme. Puis après, j'ai fait une autre analyse au niveau individuel. Donc là, on a soit simulé les quantités de lait bu par les veaux ou pris des données, par exemple le fourrage, on est parti des données globales de la ferme, puis après on a mis un coefficient pour représenter les veaux parmi le troupeau laitier pour finalement savoir exactement combien, exactement théoriquement, on va dire plutôt, combien a consommé un veau dans toutes les charges possibles de la ferme. Et donc, comme ça, on a pu retracer en fonction vraiment de la pratique d'élevage, du temps passé au pâturage, du temps passé sous la mer, sous nourrice. Donc, de l'âge au sevrage, de l'âge des mises bas et tout ça. On a pu simuler, on va dire, quel était le coût de production d'un veau, quel était le revenu aussi, puisque il y a eu des veaux engraissés, donc on a pu voir l'âge à laquelle ils étaient, l'âge et le prix de vente, mais aussi sur les génisses renouvellement entre 0 et 1 an, en regardant quelle était la valeur comptable d'une génisse d'un an. Voilà. Donc c'est ça qu'on vous présentera euh, après. Donc ça, c'est pour le matériel et méthode. Et pour les résultats, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelques différences en fonction des pratiques. Finalement, les cours contact quotidiens, c'est quand même assez proche des veaux qui sont séparés des mères à la naissance. Après, avec les mères et sous nourrice, comme ils ont quand même plus accès à la mamelle, ils vont boire quand même plus de lait. Et c'est surtout une question en fait de temps passé sous les mers ou sous nourrice. En tout cas, le temps de la phase lactée, plus elle est longue, et là, plus évidemment le prix du lait est important. Et c'est finalement ce temps-là qui est plus discriminant que le type de conduite. Notamment, ouais,
notamment au début. C'est-à-dire que dans la conduite court contact quotidien ou des veaux sous les mers élevés à jusqu'à 3 mois et demi, on n'avait quasiment pas de différence économique entre on va dire ce qu'a bu un veau ou ce qui n'est pas rentré en fait plutôt dans dans la machine, dans le temps qu'elle est, dû à l'alimentation des veaux. Et voilà, en gros, un peu les résultats. Est-ce qu'il y a un impact de l'utilisation des anneaux anti-tétés pour le sevrage là, sur le bien-être des veaux et puis des vaches aussi? Est-ce qu'il y a des études Il n'y a pas d'études, pas trop, mais plutôt des ressentis des éleveurs que j'ai en tête là, plutôt sur leur utilisation. Parce que du coup, l'anneau, en général, il est utilisé seulement sur 1 à 2 semaines avant le sevrage avec les vaches. Et ce que les éleveurs remarquent, c'est que ça dure environ peut-être une journée, 1 à 2 jours, ouais, 1 à 2 journées, où les veaux, ils comprennent pas trop pourquoi ils n'arrivent plus à boire le lait, mais c'est très rapide et après ils s'adaptent bien et ils cherchent, enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de conséquences comportementales sur les vaches, ça n'a pas été relevé. Et sur les veaux, c'est juste là une petite période d'adaptation, le temps de comprendre qu'ils ne peuvent plus avoir accès à la mamelle. Mais je ne sais pas si Caroline, tu as d'autres résultats ou observations en tête. Il y a aussi l'étude de Dominique Pommiès à Marcena qui utilise ce genre de d'anneaux anti-tétés et qui a mesuré le cortisol dans le poil, donc l'hormone du stress chronique. Donc qui a quelques résultats là-dessus et qui montre en effet que euh, il y avait moins de stress, il me semble, en tout cas sur des veaux qui étaient sevrés à 3 mois avec des anneaux ou 3 mois et demi avec des anneaux anti-tétés par rapport à des veaux élevés classiquement. C'était plutôt ça les comparaisons qu'ils faisaient. Oui. Deux questions suivantes. Est-ce qu'il y a des cas de génisses qui ne donnent pas de lait à la traite après avoir été élevés sous nourrice? Il n'y a pas à ma connaissance. Pas dans vos observations. Pas dans nos Non. observations. Au contraire, ce sont des vaches qui vont, c'est des vaches qui vont peut-être aussi plus naturellement après adopter des veaux, même si les éleveurs ne rencontrent pas forcément de difficulté à mettre des vaches qui n'ont jamais été mises sous nourrice en tant que nourrice, quoi, qui n'ont pas été élevées sous nourrice elles-mêmes. Mais c'est des paramètres qui sont encore peu étudiés et mesurés. Donc, même par rapport aux fermes qui ont été enquêtées, elles venaient souvent de mettre en place la pratique. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de recul sur l'impact sur les génisses élevés de ces manières-là. En tout cas, c'est pas ressorti parmi ceux qui le font depuis longtemps. Mm. Et comme dit Clara, c'est que des résultats d'enquête, donc des dires des éleveurs, c'est pas des résultats scientifiques, d'articles scientifiques. Ok. Et enfin, sur la qualité du lait, l'amélioration qui est observée, est-ce qu'elle est due uniquement au tri du lait, enfin j'imagine là c'est le choix des nourrices, ou est-ce qu'il existe autre chose? Ça, je vais en parler juste après. La qualité du lait. Ok, on peut continuer. Je vais pouvoir partager mon écran pour Moi, j'arrête. la suite. Hop. Donc c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc maintenant, pour introduire cette partie impact, parlons d'abord des motivations et des ressentis des éleveurs. Donc on voit que les principales motivations pour pratiquer l'allaitement naturel, donc que ça soit sous les mers, sous nourrice ou encore contact quotidien, on voit que ce qui ressort le plus, donc pour la moitié des éleveurs, c'est bien une amélioration de la santé des animaux. Puis dans un second temps, une diminution du temps de travail, ça diminue les coûts d'élevage.
et ça réduit aussi la pénibilité du travail. Donc là, on voit que la partie travail est ressentie pour le travail de l'éleveur et aussi bien impactée positivement par ces pratiques. Il y a aussi sur les croissances des veaux, une meilleure croissance. Et aussi, ça dépend aussi des infrastructures disponibles. Des fois, donc pour 10% des éleveurs, en fait, c'est une pratique qui ne nécessite pas forcément de changement dans l'aménagement du bâtiment, donc elle est facilement mise en place. Et des fois, c'est au contraire des bâtiments un peu, une vieille nurserie qui donne pas envie, plus envie aux éleveurs d'élever les veaux dedans, donc ils changent aussi leur pratique. Et il y a aussi les éleveurs qui indiquent une amélioration du bien-être de la mère et du veau. Donc on va pouvoir voir euh, ces perceptions des éleveurs dans la suite de Mediaporama. Donc de manière générale, on voit qu'il y a des points positifs, donc une amélioration donc, de la santé avec une élimination des diarrhées néonatales. Comme je disais, une amélioration des performances des veaux, un gain de temps et surtout un travail plus facile et plus plaisant à faire. Il y a aussi des points négatifs qui ressortent. Notamment, c'est quand même toute une organisation de la ferme, du travail qui est à revoir en mettant en place ces pratiques. C'est même un changement de la perception de l'élevage qui est plus basé sur l'observation des animaux et faire confiance à des animaux que vraiment mesurer des quantités de lait bu par les veaux, par exemple. Donc il y a aussi la place et la configuration des bâtiments qu'il faut toujours qu'il faut revoir, comme on ne va plus forcément utiliser les nurseries. Des fois, il va falloir les adapter un petit peu quand même. Notamment avec les cours contact quotidiens ou les veaux sous la mer, il faut mieux que la case soit quand même assez proche de la salle de traite, ce qui n'est pas toujours le cas des bâtiments actuels. Et après, il peut aussi avoir des risques sanitaires qui sont remontés, comme des omphalites ou des trayons abîmés. Ça aussi, on va pouvoir vous détailler ces points négatifs. Clara en a déjà pas mal parlé et on va pouvoir aussi les revoir sur les impacts après. Caroline, Il y a ouais. là, les motivations ressenties concernent des éleveurs pratiquants ou pas forcément. Oui. Ouais. Oui, là, c'est que des éleveurs pratiquant les 3 pratiques d'élevage. On n'a pas enquêté. Il y avait 7% des éleveurs là, qui ont fait machine arrière. Mais sinon, on n'a pas enquêté des éleveurs qui ne le faisaient pas. Donc, commençons sur l'ingestion du lait. Donc, beaucoup de monde se demande, mais combien boit un lait? Combien de lait boivent les veaux? Donc là, c'est une étude qui a été faite à Marsena, donc sur les veaux sous les mers. Donc, ils ont comparé des veaux qui étaient élevés classiquement au DAL, c'est les triangles bleus. Donc, c'est avec ce qu'on donne assez classiquement aux veaux, jusqu'à 3 mois, comparé à des veaux sous leur mère. Donc là, on les laissait à volonté avant la traite. Et on voit que, donc ça, c'est la courbe en orange. Et on voit que les veaux boivent en moyenne 700 litres de lait entre leur naissance et 3 mois, avec une augmentation progressive. Et on voit que ça correspond à peu près 11% de leur poids vif, la quantité bu par les veaux, de lait bu par les veaux. Et on voit aussi qu'en même temps, on leur donnait du concentré. Et on voit que les veaux qui sont au DAL élevés classiquement avaient consommé beaucoup plus de concentré par rapport aux veaux qui étaient sous leur mère. D'où l'importance, en fait, au moment du sevrage, s'il est fait à 3 mois, de bien faire une transition alimentaire, car on voit que là, les veaux sous les mères ont très peu encore consommé du concentré, donc il faut le faire progressivement. Donc, si possible, diminuer la quantité de lait bu par les veaux, comme disait Clara, en diminuant le temps de contact avec les veaux ou en diminuant les fréquences si c'est encore contact quotidien, ou pour qu'ils puissent commencer à manger plus de concentré avant un sevrage vraiment de la phase lactée, ou sinon le sevrer plus tard.
Ensuite, maintenant, sur ce tableau, sur ce graphique, on voit la quantité de lait vraiment collectée à la traite, ou produit, on va dire, plutôt par une vache qui est tétée. Donc ça, c'est la courbe qui est en orange. Donc là, c'est la courbe de lait qui est trait, donc qui est collecté, alors qu'il y a des veaux qui sont dessous. Après, si on rajoute ces 11% qui ont été mesurés précédemment, on voit que on obtient cette courbe en pointillé en marron. Et maintenant, si on compare à une courbe de lactation classique des veaux, on voit qu'on n'arrive pas encore à atteindre cette production de lait. Ça montre plusieurs choses. C'est que finalement, une vache qui est traite, elle va retenir son lait aussi pour son veau. Donc finalement, elle va aussi donner donc elle donne moins de lait à la traite. Et finalement, le veau ne boit pas tout, surtout au début. Donc c'est pour ça qu'on arrive un peu à un lait perdu, c'est-à-dire qu'il n'a été ni trait ni bu. Par rapport à la courbe de lactation classique d'une vache qui est uniquement traite. Maintenant, ça, c'est le cas vraiment dans cette étude en particulier, où on est vraiment sur des veaux qui ne boivent que sous leur mère avant la traite. Mais par exemple, si on a 2 veaux sous une nourrice, par exemple, ou 3 veaux sous une nourrice, on va pas avoir ce problème parce que là, la vache ne fait que donner du lait au veau. Et là, par contre, au contraire, on va avoir plutôt des vaches qui vont produire même plus qu'une vache laitière classique, quoi. Donc là, il faut faire attention à ces notes d'état corporel et surtout qu'elle est souvent en copâturage. Donc voilà. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'une vache qui est tétée plus traite produit, c'est ce qu'on voit là, 45 kg de lait en moins par semaine par une vache qui est uniquement traite. Sauf que ces 45 kg de lait, ça correspond à peu près à un veau qui est âgé de 5 kg. 58 kg, pardon, donc c'est-à-dire à peu près à l'âge de 3 semaines. Or, finalement, l'âge de 3 semaines, sauf que ces chiffres ont été faits entre 0 et 3 mois, donc finalement, on voit que si on compare la quantité de lait, on voit que ce sont des vaches qui produisent quand même de manière générale, dans cette étude, plus de lait qu'une vache élevée classiquement. Ça peut être aussi expliqué par l'ocytocine, qui est une hormone qui joue sur l'éjection du lait, qui est plus importante lorsque de la tétée d'un veau qu'à la traite. On a aussi des modifications de la qualité du lait, avec une diminution des taux butyreux, entre 4 et 6 grammes par kilo en fonction des études, et des taux protéiques, où là on a une augmentation entre 1 et 1,5 g par kilo. Donc, ce qu'on peut retenir de ces quantités de lait, donc le premier chiffre à retenir, ça peut être qu'un veau boit environ 11% de son poids vif quand il est toujours accès à une mamelle, et que finalement, une vache laitière qui est tétée va produire plus de lait qu'une vache qui est uniquement traite. Donc, avec une quantité plus riche. Et donc, elle dispose, et en plus, elle a souvent moins alimentée parce qu'elle va être copâturage. C'est souvent des vaches qui vont être négligées par rapport au reste du troupeau laitier, notamment pour les nourrices. Et donc, elles vont avoir tendance à maigrir. Voilà, donc des vaches qui produisent plus, qui peuvent être moins alimentées. Donc, il faut vraiment faire attention à leur note d'état corporel et bien les alimenter tout le temps. Autant, voire plus qu'une vache laitière élevée classique. Maintenant, sur les croissances des veaux, ici, vous avez la comparaison de l'étude réalisée à l'INRA de Mirecourt, où on voit en bleu les veaux élevés classiquement, donc sevrés à 3 mois à 100 kg, mis à l'herbe ensuite, puis rentrés en bâtiment, on va dire à 9 mois et demi à 230 kg. Et au-dessus, on a la courbe des veaux élevés sous nourrice. Donc, ils sont mis à l'herbe
à 3 mois, qui font déjà 20 kilos de plus ou 15 kilos de plus par rapport à des veaux sous-nourrice, mais finalement, par rapport à des veaux élevés classiquement. À 6 mois, on a aussi quasiment 50 kilos de différence entre les deux types de veaux, ou les deux pratiques d'élevage. Et les veaux sont rentrés à l'étable au moment où ils sont sevrés, donc à 9 mois et demi, et ils font 270 kilos. Donc là, on peut voir vraiment que de manière générale, même on peut le voir avec le GMQ qui est indiqué aussi sur cette diapo, on voit qu'on a quand même de bien meilleures croissances sur des veaux élevés sous nourrice par rapport à des veaux élevés classiquement. Ici, je vous ai remis aussi des croissances en fonction de la date de naissance des veaux. Donc on voit les courbes en bleu, ce sont des veaux qui sont nés au printemps, en orange qui sont nés à l'été, en gris ceux qui sont nés à l'automne et en jaune ceux qui sont nés à l'hiver. Et ce qu'on peut voir, c'est de manière générale, c'est que les veaux qui sont nés au printemps et à l'été, ils sont sevrés en fin ou à la rentrée en bâtiment, en fin de cette première saison de pâturage ou à la rentrée en bâtiment. Et là, on voit qu'il y a quand même une diminution de la croissance des veaux à ce moment-là, qui repart ensuite durant la deuxième saison de pâturage. Alors que les veaux qui sont élevés sous nourrice en septembre et en novembre, en tout cas entre l'automne et l'hiver, et qui sont sevrés à la mise à l'herbe suivante, on a de bonnes croissances déjà durant toute la phase sous la mère ou sous nourrice. Puis après, on a moins de cette chute de croissance due au fait que là, le sevrage est couplé à la mise à l'herbe et donc une bonne alimentation avec une bonne pousse de l'herbe. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que jusqu'aux 3-6 mois des veaux, on a quand même de très bons GMQ, quasiment supérieurs à 800 grammes par jour dans tous les cas. Ensuite, les impacts sur les santé. Donc, si on commence sur les diarrhées non-natales, ici, je vous ai remis le graphique qui montre l'incidence des principaux agents pathogènes responsables des diarrhées non-natales en fonction de l'âge des veaux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les rotavirus et bactéries et Escherichia coli sont présentes dès la première semaine de vie des veaux. Puis après, on a quand même quelques pathogènes qui sont cryptosporidiose et coronavirus et aussi un autre type d'Escherichia coli qui touchent les veaux plutôt entre 5 jours et 21 jours. Puis on a ensuite les coccidies qui arrivent autour de 1 mois, voire même 2 voire 3 mois des veaux. Toute la première partie des pathogènes sont plutôt présents en bâtiment, alors que les coccidies peuvent être aussi bien présents et infecter les veaux que ce soit en bâtiment ou au pâturage. Les symptômes, ce sont des diarrhées jaunâtres, principalement, sauf les coccidies où on a des diarrhées classiques. Les veaux sont sensibles à la déshydratation. Il y a des retards de croissance et de la mortalité possible. Maintenant, ce qu'on a pu remarquer dans nos études, notamment sur les veaux sous nourrice et principalement sur les cryptosporidioses, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de diarrhée non-natale par rapport à des veaux élevés classiquement. Chez les veaux élevés classiquement, on arrive à la moitié des veaux diarrhéiques, alors que nous, dans notre étude, on est à 14%. Et ce qui peut expliquer le fait que finalement, on a de bien meilleurs résultats au niveau beaucoup moins de diarrhée non-natale, comme l'avaient déjà montré les éleveurs, en tout cas perçu les éleveurs enquêtés. Donc, qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'on a des saisons de pâturage qui sont plutôt courtes, puisque finalement, avec les veaux sous nourrice, on a plutôt des vélages groupés parce que c'est plus facile à faire. Or, plus les saisons de pâturage sont longues, notamment en fin de saison de vélage, plus la fin de saison c'est vraiment un facteur de risque par rapport aux veaux qui sont nés en début de saison de vélage. Et que donc c'est surtout un problème d'hygiène parce que les veaux se contactent en ingérant les pathogènes présents dans leur environnement. Donc les veaux en bâtiment, ça va être aussi un autre facteur de risque
parce que du coup, les veaux vont avoir beaucoup plus de contact entre eux. La densité des veaux est aussi beaucoup plus importante en bâtiment par rapport à des veaux qui vont être dehors. Et l'allaitement artificiel, ça aussi dans notre étude, on a pu voir que c'était un facteur de risque par rapport à des veaux qui étaient élevés uniquement sous leur mère durant leurs 3 premières semaines de vie. Et en plus, ce sont des pathogènes qui sont très résistants, donc c'est vraiment difficile de les éradiquer. Ensuite, il y a aussi des facteurs de risque liés aux veaux, donc une bonne ingestion du colostrum, du stress notamment, ça c'est pour les les coccidies, vont être un élément déclencheur d'épisodes de coccidiose. Et aussi l'achat d'extérieur des veaux, qui peuvent être des éléments, des facteurs de risque pour déclarer des diarrhées néonatales. Et ensuite, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il n'y a pas de transmission possible ou peu de transmission possible entre les adultes et les jeunes, parce que pour les principaux agents pathogènes, les vaches sont quand même faiblement extractrices et c'est pas toujours les mêmes espèces en fait. Donc pour toutes ces raisons, si on résume, ce sont les veaux sous les mères ou sous nourrice, sont des veaux qui vont avoir accès beaucoup plus rapidement dehors, avec des saisons de vélage beaucoup plus courtes, beaucoup moins de contact entre les veaux, on va pas avoir cet effet nurserie. Et donc tout cela fait que finalement, c'est quand même plus protecteur. Ce sont des pratiques protectrices vis-à-vis des diarrhées néonatales. Ensuite, pour ce qui concerne les parasitismes au pâturage et notamment les stronts gastro-intestinaux, ici je vous ai remis le cycle de vie. Donc ce sont des parasites qui sont excrétés dans les bouses des animaux. Les œufs se développent en stade L1, L2, puis L3, qui est le stade infestant, qui sort des bouses et qui vont migrer sur l'herbe. Et c'est à ce stade que les animaux sont mangés par les animaux, que les larves sont mangées par les animaux, et il faut ensuite 21 jours entre le moment où les larves sont ingérées et le moment où on retrouve la seconde génération larvaire qui est excrétée sous forme d'œufs dans les bouses des animaux. Ces temps peuvent varier et augmenter en fonction de la période d'hypobiose. Donc il y a une phase plutôt de quiescence du pathogène, des larves, qui se fait en s'enquistant dans la paroi de la caillette et durant la période hivernale. Et le temps entre le développement des œufs et la phase L3 infestante dépend de la température et de l'humidité. Plus il fait chaud et plus ce temps est court. Et s'il n'y a pas d'humidité, il peut y avoir de la mortalité des larves sur les parcelles. Et ce qu'on peut voir, c'est que durant toute la saison de pâturage, le nombre de cycles se succèdent, ce qui augmente à chaque fois le nombre de larves sur les parcelles. Ce qui est bien avec les bovins, c'est que l'immunité se met en place dès qu'on atteint 9 mois de contact. Donc c'est souvent acquise durant la deuxième saison de pâturage. Et on va voir que grâce aussi aux pratiques des veaux sous les mères et sous nourrice, comme ils sont mis plus tôt dehors, ils peuvent déjà acquérir cette immunité, dans certains cas en fin de première saison de pâturage. Et ensuite, l'immunité est visible par une diminution de ponte, une augmentation de l'enquistement de la L4 dans les caillettes et une diminution du nombre de vers de manière générale. Les symptômes de l'infestation, notamment chez les jeunes, sont des diarrhées, des retards de croissance et du poil piqué principalement. Donc là encore, en fin de première saison de pâturage, on voit qu'il y a un faible niveau d'infestation des veaux, ce qui peut s'expliquer par le fait que les vaches qui sont immunes ingèrent beaucoup de larves sur les parcelles et excrètent peu d'œufs, donc finalement ont un effet dilution et assainissent les parcelles. Ensuite, on a des veaux qui ont une alimentation lactée qui est majoritaire jusqu'à leurs 3 mois. Donc finalement, ils vont avoir moins de contact avec l'herbe et vont pouvoir finalement rentrer en contact progressivement avec les parasites.
Et ensuite, il y a aussi les éleveurs qui ont aussi qui connaissent bien souvent ces problèmes de parasitisme et qui ont des conduites plutôt protectrices et un faible chargement. Et ensuite, ça dépend aussi de la météo, quoi. Là, toujours à prendre en compte. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a bien deux cas particuliers. Donc, pour les veaux de printemps, on a des veaux qui ont une alimentation qui est lactée durant toute leur première saison de pâturage. Le pâturage la saison de pâturage dure à peu près 8 mois, avec une immunité qui se met en place dès la fin de la première saison de pâturage, ce qui permet de peu avoir de risques durant la seconde saison de pâturage, alors que les génisses sont sevrées. Ensuite, pour les vélages d'automne, là, on est dans un cas complètement différent, parce que les veaux vont avoir une alimentation lactée majoritaire durant cette courte saison de pâturage qui dure à peu près 2 à 3 mois. Les veaux sont sevrés au moment de la mise à l'herbe suivante. Et là, on est vraiment qu'on peut considérer que ce sont des génisses qui n'ont jamais vu de strongle avant. Et donc, on va avoir les mêmes risques de pâturage, d'infestation des animaux que des génisses élevées classiquement. Avec des risques, du coup, notamment en septembre et à la rentrée en bâtiment. Ensuite, les impacts sur les vaches. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des vaches qui sont fortement sollicitées. Donc, elles vont avoir tendance à maigrir. Et elles vont être aussi plus difficiles à inséminer. Donc, ils peuvent avoir aussi un anustrus qui est plus long. Donc là, on a les résultats de réussite à l'IA de Marsena. Et on voit que les vaches qui sont encore allaitées, elles ont un taux de réussite à l'IA à 60%. Pour les vaches qui ne sont plus allaitées, mais qui l'ont été, on a 90% de réussite à l'IA. Et par rapport aux vaches traites du troupeau, où on est à 98% de résultats qui n'ont jamais été les veaux. On est aussi à autour de 70% de réussite grâce au taureau. Donc, et par contre, les réussites d'insémination sont aussi plus tardives. Donc, comment faire dans ces cas-là? Il faut mettre moins de veaux par nourrice. C'est vraiment une question d'alimentation aussi de veaux, des vaches. Et il faut donc alimenter autant, voire plus qu'une vache laitière. Enlever des veaux, des vaches ou les sevrer si on voit que les vaches ont tendance à maigrir. Il est aussi possible d'inséminer la vache avant qu'elle devienne nourrice. Et une autre solution, c'est aussi de faire des lactations longues pour pouvoir compenser un petit peu ces durées d'anustrus qui sont plus longs. Les chaleurs sont aussi beaucoup moins visibles. Donc c'est aussi très difficile pour un éleveur de savoir quand inséminer les vaches, notamment les vaches sous-nourrices qui sont toujours au pâturage et qui sont aussi beaucoup plus dures, pour lesquelles on ne peut pas. C'est compliqué de les inséminer artificiellement, quoi. Après, les vaches qui sont sous les mers, qui élèvent leurs veaux sous sous-aile ou en court contact quotidien, là, ce sont des vaches qui ont quand même accès beaucoup plus au bâtiment. Donc, on va quand même beaucoup plus pouvoir avoir accès à elles et pouvoir faire de l'insémination artificielle. Ensuite, d'autres impacts sur les vaches. Donc, des effets sur les mammifères subcliniques. Donc, le fait d'avoir des veaux qui les têtent permet de vidanger le lait résiduel dans la mamelle. Il y a aussi un effet des antibactériens dans la salive des veaux, ce qui fait qu'il peut y avoir un effet préventif et aussi un effet curatif. Donc les vaches qui est traite, il y a une étude qui a montré qu'une vache qui est traite a 1,6 fois plus de risque de faire une mamite clinique et 6,6 fois plus de risque de faire une mamite clinique. Donc de manière générale, les vaches qui sont traites, c'est quand même mieux d'un point de vue mamite. Et ensuite, sur les boiteries, là, il y a moins d'études en cours, il y a moins d'études, mais quand même, de manière générale, ce sont des vaches
qui sont copâturage et qui vont moins marcher, notamment les vaches sous-nourrices, puisqu'ils n'ont pas devoir aller à la traite 2 fois par jour. Donc ça peut aussi avoir un effet curatif sur les boiteries. En sachant que les taux de cellulaire élevés et les boiteries sont des causes majeures pour mettre les veaux sous-nourrices. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est est-ce que les veaux sont sauvages? Donc ça, on a pu le mesurer à partir de la distance de fuite. Donc ça consiste à s'approcher doucement d'une vache ou d'un veau et de noter la distance à laquelle la vache fuit. Et on a fait cette mesure à 7 reprises pendant 2 ans. Donc on a suivi les mêmes veaux 7 fois pendant 2 ans. Et on voit, donc ce qu'on voit là, c'est que en orange, plus c'est foncé et plus on arrive à moins s'approcher des veaux. Et en bleu, plus c'est foncé et plus on arrive à s'approcher des veaux jusqu'à les toucher. Et ce qu'on peut voir, c'est que durant les premières saisons de pâturage, on est à moins de 40% de veaux qu'on arrive à approcher à moins de 2 mètres. Et que finalement, c'est plutôt la phase en bâtiment qui permet de recréer du lien avec l'animal et avec finalement des résultats constants. Donc on arrive à plus de 70% qu'on arrive à approcher à moins de 2 mètres durant leur deuxième saison de pâturage. Donc ce qu'on peut retenir là-dessus, c'est que ce sont des animaux qui sont de plus en plus dociles, mais il faut surtout faire attention à ne pas confondre plus de travail, un travail plus facile à faire et moins de travail. Mais je considère vraiment que le temps de travail est le même. C'est plutôt un changement de la nature du travail qui change. Qu'il faut aussi faire attention à créer un lien particulier, notamment au moment du sevrage ou de l'adoption. Il faut bien aller les voir tous les jours et chercher le contact avec les veaux. Et ce qui peut être couplé avec la gestion du pâturage. Et aussi utiliser des vaches qui sont plus dociles pour inciter les veaux à ne pas avoir peur de l'éleveur. Ensuite, sur les questions d'apprentissage des veaux, donc le fait qu'ils soient avec les adultes leur permet de mieux connaître les chemins, l'herbe, les clôtures, les comportements aussi dans le troupeau, et ils sont habitués avec des animaux, à être avec des animaux d'un plus gros gabarit qu'eux. Donc ce sont des génisses qui vont s'intégrer plus facilement dans le troupeau laitier aussi. Donc c'est souvent des questions de mimétisme qui se passent entre les veaux et les vaches. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que la conduite des veaux sous les mères ou sous nourrice sont réalisées dans des systèmes plus autonomes basés sur le pâturage, que ce soit en bio ou pas. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est vraiment des conduites qui sont bien adaptées au pâturage. Ça change la nature du travail, c'est des pratiques qui sont souvent plus faciles et plus plaisantes. Il y a beaucoup d'éleveurs qui disent qu'ils ne reviendraient pas en arrière et qui s'y retrouvent vraiment dans ces pratiques qui correspondent à leurs valeurs. Il y a des bonnes croissances des veaux avec des vélages plus précoces. Et il y a aussi moins de problèmes sanitaires, notamment sur les diarrhées néonatales et le parasitisme, principalement sur les veaux qui naissent en début de saison de pâturage. Économiquement aussi, on peut voir qu'il va y avoir une amélioration, mais il y a aussi des points d'attention qu'il faut retenir, notamment les veaux qui peuvent être sauvages. Donc il faut aller les voir tous les jours, notamment et recréer du lien, notamment au moment de l'adoption et du sevrage. Et attention aussi aux vaches trop maigres, donc là, pour cela, on peut adapter le nombre de veaux par nourrice, quitte à enlever une nourrice durant la saison de pâturage si elle devient trop maigre. Les complémenter autant, voire plus qu'une vache laitière. Et sevrer plutôt, comme je disais, ou retirer la vache d'un lot s'il y a besoin. Voilà. Voici pour cette partie sur les impacts. On a quelques questions, si tu veux faire une session de questions. Donc sur les impacts sanitaires là, que tu as abordés, on a une question concernant les mammites. Est-ce que les vaches qui ont des mammites seraient à risque pour les veaux qui tètent, que ce soit la mère ou la nourrice? Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais finalement, il n'y a pas vraiment d'études qui le montrent, ou de manière générale, il n'y a pas vraiment de risque. En tout cas,
les éleveurs ne disent pas qu'il y a de risque là-dessus. Et normalement, non, il n'y a pas de problème. Puis même souvent, il ne faut pas aussi oublier que les veaux qui sont élevés classiquement, on les nourrit souvent avec du lait qui ne correspond pas à leur état, leur croissance, leur âge. Du lait qui est aussi a des problèmes de cellules, qui peuvent même avoir des antibiotiques dans certains cas. Donc, il peut aussi, c'est pas forcément mieux, des fois, de laisser les veaux. Euh, Faut pas oublier que souvent les veaux élevés classiquement sont aussi nourris avec, je dis pas que c'est tout le monde, mais principalement avec du lait qui n'est pas qui ne peut pas être commercialisé, donc c'est pas forcément mieux. Deuxième question liée au sanitaire et aussi l'impact économique. Dans l'étude des impacts économiques et la comparaison que tu avais faite avec la conduite classique, est-ce que les frais relatifs aux problèmes de santé, justement, vétérinaire, traitement, etc., l'achat d'aliments lactés, les poids des veaux à la vente, ont été pris en compte? Oui, on a tout pris en compte, Ouais. on a vraiment pris le carnet, le bilan comptable des éleveurs, donc il y a tout dedans. Après, on peut pas forcément différencier toujours ce qui va aux vaches par rapport à ce qui va aux veaux. Mais nous, on a essayé après de quantifier. Quand c'était spécifique aux veaux, c'était assez facile, comme par exemple les boucles d'identification, des choses comme ça. Après, pour les côtés santé, euh, on a, on a pu des fois, quand c'était nécessaire, faire des répartitions en fonction d'une vache par rapport à un veau en utilisant des clés de répartition. Mais après, ce qu'on peut dire aussi de manière générale dans les études et les éleveurs avec qui j'étais en contact, c'est qu'il y a des fois des éleveurs des vétos qui les appellent en disant est-ce que vous avez changé de veto parce que vous m'appelez jamais. Donc il y a quand même beaucoup moins de problèmes sanitaires. Ok. Ensuite, on a une question, une remarque sur l'aspect comportement. De quels travaux sont issus les constatations que tu as présentées sur l'apprentissage des veaux et la facilitation à intégrer le troupeau? C'est dans quelle étude la question, c'est ça? Oui, quels sont les Alors, travaux qui nous permettent de dire ça? les chiffres que je vous ai présentés sur les 7, je peux vous remettre sur les. Cette étude-là, c'était l'étude que j'ai fait dans ma thèse, donc ça s'était fait dans le projet Grésy-Daisy, sur dans 20 élevages qui faisaient des veaux sous nourrice. Après, il y a eu d'autres études qui ont été faites et j'ai pas forcément présenté les résultats, soit à Marcenat, soit donc sur les veaux sous les mers, soit à Mirecourt sur les veaux sous nourrice, qui sont les deux fermes expérimentales INRAE. Ensuite, nous, qui avait une remarque sur le fait d'aller voir les veaux à l'adoption pour maintenir la relation et que peut-être ça intervenir, en gros, ça peut être délétère puisqu'ils sont en train de construire la relation avec la nourrice. Euh, j'ai pas eu souvent ce retour. Moi, je connais au contraire des éleveurs qui passent tous leurs coups de fil dans la case des veaux au moment des adoptions parce que ils veulent au contraire être le plus proche de leur veau. À ce moment-là, le but, c'était vraiment de créer du lien. Et même souvent, les éleveurs aident au début les veaux à téter les vaches quand c'est nécessaire au début. Donc, j'ai jamais eu ce retour-là. Après, on peut aussi s'appuyer sur les méthodes qui sont développées en vache allaitante pour justement recréer du lien avec les veaux au sevrage. Ça peut être aussi une manière de faire. Et ensuite, une question plus sur l'aspect, enfin, sur le temps de travail, etc. Euh, Puisque dans le cas des nourrices, un des arguments, ce serait la réduction du temps de travail. Mais comme il est nécessaire d'aller les voir tous les jours pour améliorer la relation, et puis gérer un complément alimentaire éventuellement,
Est-ce que ça vient pas justement limiter cet intérêt dans le gain de temps, euh, puisqu'on va devoir intervenir quand même finalement? Oui, je suis complètement d'accord. Souvent, les éleveurs mettent en place cette pratique avec cette optique de gain de temps, mais finalement, ils vont pas assez voir les veaux et qui deviennent trop sauvages. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère parler d'un changement de la nature du travail plus qu'une diminution du temps de travail. Plus de questions. S'il y a d'autres remarques ou commentaires à faire à haute voix, c'est aussi sympa Mm, mm. si vous souhaitez intervenir directement. Oui, on a un peu de temps, on peut en profiter. Bon, sinon, du coup, je vais enchaîner avec la présentation du projet Transform d'Erinet, donc, qui est le projet co-organisateur de ce webinaire. Euh, donc, c'est un projet européen qui a démarré en 2024 et qui se terminera en 2027. Vous pouvez avoir plus d'infos dessus. Il y a un site web et puis il est présent sur les réseaux sociaux aussi pour les actualités. Donc, c'est un projet qui regroupe un consortium de 27 membres, instituts techniques, scientifiques, aussi des associations pour le bien-être animal. Donc, centré autour des élevages laitiers, bovins, également buffles. Donc, il y a dans ce consortium, il y a 11 réseaux nationaux qui ont été créés autour de certains membres, donc vraiment dans 11 pays, sachant qu'en Italie, il y a aussi un réseau autour des bufflonnes. Donc, ces réseaux d'échange autour des pratiques d'élevage des veaux laitiers sous leur mère ou sous des nourrices, pour essayer de faire remonter des innovations d'un pays, d'un autre, d'un éleveur, d'un autre, et essayer de un peu créer une dynamique d'échange entre éleveurs d'un même pays, et puis ensuite remonter ça à l'échelle européenne et vraiment diffuser le plus largement possible les bonnes pratiques, les innovations, les bonnes idées euh, pour, euh, pour améliorer la mise en place de ces pratiques. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc le projet européen à l'échelle de notre pays, donc on coanime, bon, on a aussi des Suisses, donc France-Suisse, réseau francophone. Donc je coanime ce réseau avec Caroline. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 60 personnes qui sont impliquées, qui sont, disons, informées des événements de ce réseau. On a vraiment des profils très différents, éleveurs, vétérinaires, des conseillers, des chercheurs, des enseignants également. Voilà, donc des profils assez variés, intéressés ou pratiquant l'élevage des veaux laitiers sous mère ou sous nourrice. Et le principe, c'est qu'on organise des ateliers d'échange thématiques, donc 2 ou 3 par an, et également euh, la volonté d'organiser des visites de ferme, de faire vraiment échanger les participants autour de leurs pratiques. Le prochain atelier, ben, comme le disait Caroline en début de webinaire, aura lieu début 2026. La date est encore à fixer. On parlera des impacts technico-économiques de ces pratiques. Euh, Autre activité de ce réseau national, ben, le stage qui est en cours de Clara jusqu'à décembre. Donc, elle réalise les fiches de synthèse qu'elle a rapidement présentées pour aider la mise en œuvre des pratiques. Euh, et donc, pour ça, elle a synthétisé les informations existantes qui sont vraiment variées, présentes issues de nombreuses sources. Donc, il fallait vraiment faire un travail de synthèse pour avoir les idées un peu claires sur ce qui se fait et les meilleures solutions. Euh,
Et donc ces fiches seront ensuite diffusées à travers le projet Transform d'Erinet, à la fois en France et puis à l'étranger via des traductions, et notamment sur le site internet du projet. Voilà, il y aura une diffusion qui sera faite pour partager le plus largement possible les connaissances issues de nombreuses années de travaux de différentes personnes là-dessus en France. Et puis enfin, on participe aux rencontres européennes annuelles du projet. Donc chaque année, il y a une réunion dans un des pays, dans un des pays partenaires du projet. Ces rencontres sont l'occasion de faire des présentations, soit présentation d'un profil d'élevage, d'un système en particulier, de présentation de résultats d'études à la fois en Europe ou même dans le monde. C'est présenter tout ça en anglais. Et puis, c'est souvent couplé à la visite d'une ferme pratiquant l'élevage des veaux sous les mers ou sous nourrice. Donc, pour ces rencontres, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez y participer parce que la visio est disponible déjà. Et puis, on peut aussi tout à fait venir dans les pays organisateurs pour rencontrer les personnes présentes. Ça fait vraiment un gros réseau pour discuter autour de ces sujets. La prochaine réunion annuelle aura lieu 20 et 21 mai c'est pas du tout 2021, c'est 2026 bien sûr, à Bucarest en Roumanie. C'est vraiment des réunions assez dynamiques, il y a beaucoup de questions et des échanges, même après sur place, c'est encore autre chose. Oui, et les prochaines réunions aussi, ateliers francophones qu'on fera, ce sera plus basé sur plus d'échanges. Donc Ouais, là, ce sera tout à fait. vraiment un sujet plutôt plus précis que là, on a essayé de brasser le plus large possible. Là, c'était plutôt un format webinaire pour regrouper un peu toutes les informations. Mais la prochaine fois, ce sera plus un sujet précis. Et s'il y en a qui ont des résultats à présenter et puis seront sur cette thématique, pourront aussi le faire tout à fait. Et, sinon, le but, ce sera d'échanger. Mais si vous voulez aussi, oui, de manière générale, dans le cadre de ces réseaux, il y aura d'autres réunions en fin 2026, puis en 2027. Si vous voulez organiser des choses sur vos fermes, vous pouvez aussi imaginer des visites de ferme ou des réunions plutôt en présentiel. S'il y en a qui souhaitent organiser ça dans leur région, c'est tout à fait possible. Ou faire quelque chose aussi un peu mixte, visio. Peut aussi faire une visite de ferme et essayer de le faire en visio avec d'autres personnes qui peuvent être un peu plus loin, quoi. Et plus basé sur l'échange que là, ce qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, il y a le projet Val of Bio. Je ne sais pas si Brigitte est là et si elle voudra intervenir. Mais sinon, donc c'est un projet qui est, comme dit, coordonné par Brigitte Bréchot de la FNAB. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la valorisation des veaux en bio. Donc le but, c'est d'accompagner les éleveurs bio à la mise en place de systèmes innovants et rémunérateurs pour valoriser les bovins non destinés au renouvellement. Donc c'est un projet CASDAR qui est entre 2027 entre 2025 et 2027. Et il y a 10 GAB participants. Donc on voit qu'il y a pas mal de régions qui sont participantes: Hauts-de-France, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine. Il y a un GAB en Bretagne et 5 GAB dans la région de Pays de la Loire. Ensuite, il y a aussi 4 structures d'accompagnement. Donc moi, au Fibel France, qui est plutôt spécialisé sur ces pratiques d'élevage. Ensuite, il y a l'INRA de Mirecourt, qui font aussi ces pratiques d'élevage et qui a fait intervenir aussi la stagiaire qui s'appelait Claire Humino, qui a aussi fait un travail de synthèse sur
thématique est spécifiquement sur l'engraissement des veaux laitiers en ferme. Et il y a aussi Marion Quetztal de l'IDEL, spécialisée plutôt sur l'engraissement sur la partie aval et sur le côté aussi technico-économique. Et il y a aussi l'ITAP qui est partenaire de ce projet. Il y a aussi des vétérinaires spécifiques en bio, spécialistes de ces pratiques. L'objectif de ce projet est de capitaliser les connaissances. Donc ça, ce qui est fait par les structures d'accompagnement citées ici. L'objectif, c'est aussi d'accompagner les 10 groupes, et de développer des débouchés aussi. C'est vraiment une phase importante de ce projet-là. C'est ce qui est aussi un travail réalisé notamment par l'IDEL. Et pareil, si vous êtes dans l'un de ces territoires où vous êtes peut-être vous-même partenaire, il y a des formations qui peuvent être organisées sur cette thématique via ces GAB, où là, l'objectif, ce sera justement de représenter ces résultats, mais plus en forme de formation où il y aura beaucoup plus d'échanges avec les éleveurs et couplé avec une visite de ferme. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Mais si vous n'êtes pas sur ces territoires, je peux aussi, de manière générale, intervenir dans des formations. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez organiser des choses sur vos territoires. On est là pour ça. Parfait. C'est ce qu'on souhaite faire aussi. S'il n'y a pas de commentaires ou de choses, je sais plus si. Ouais, alors donc pour finir, voici un peu si vous voulez plus d'infos. Il y a beaucoup de documents qui peuvent être qui vous sont accessibles. Il y a la fiche technique du FIBEL France. Dans le cadre du projet Crazy Daisy, il y a aussi donc sur le site de l'INRA Bioépar, il y a aussi des fiches de présentation des résultats, notamment des stones gastro-intestinaux et des diarrhées non-natales que je vous ai présentées. Sur YouTube, vous pouvez aussi trouver cette vidéo sur ces thématiques. Il y a aussi une synthèse qui a été faite sur le devenir des jeunes ruminants laitiers dans INRA Production Animale. Comme je disais, il y a aussi eu un gros travail de synthèse technique qui a été fait par Claire Lumino dans le cadre du projet Valov Bio sur l'engraissement des veaux à la ferme et une présentation de 20 fermes enquêtées. Il y a aussi beaucoup de choses disponibles sur le site internet de Transform Dairynet et aussi les fiches qu'a fait Clara, qu'elle vous a mis sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires sur ces fiches. Elles ne sont pas forcément définitives, mais justement, on est en attente de retour. Donc, s'il y en a qui trouvent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des choses qu'ils aimeraient voir ajoutées qui n'apparaissent pas selon eux, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci. Donc, vous avez les contacts en bas de ces diapos pour nous contacter. Merci. Et on espère qu'on a pu répondre un peu à toutes les questions. Et sinon, n'hésitez pas, oui, à nous contacter au besoin. Ou on peut en discuter là maintenant. Moi, j'aurais peut-être juste un ajout par rapport au questionnement par rapport aux mammites et puis les risques qu'il y aurait éventuellement pour les veaux. Puis nous, on avait quand même fait une étude au FIBEL qui montrait que quand il y avait des staphylocoques dorés, il ne fallait pas mettre des genisses qu'on allait traire après parce que potentiellement, elles gardent en fait au fond des ganglions du pharynx, en fait, des staphylocoques dorés. Puis on a vu que le risque qu'elles bêlent et puis quand elles se lèchent, que ça puisse faire des contaminations quand même au niveau de la mamelle. Donc, c'est peut-être le seul aspect que j'irais. Moi, je ne mettrais quand même pas des vaches à staphylocoque doré pour nourrir en tout cas des genisses de renouvellement. Oui, tu as raison, Pamela. Ouais. Ouais.
Ensuite, il y a une autre personne qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, il se pose la question d'un pâturage et puis quand même des bâtiments adaptés, parce que c'est pas évident à mettre en place partout, je trouve. Mm. Enfin, je ne sais pas si nous on fait du pâturage une grande partie de l'année, mais le bâtiment des vaches laitières n'est pas sur le même site que les génisses, et donc c'est des fois un peu compliqué. Donc je pense que ouais, ça doit être pris en compte aussi, quoi, pour pouvoir mettre ça en place. Oui, bien sûr, oui. Si vous faites quoi comme type d'élevage? Sous nourrice, sous les mers ou en contact Non, quotidien? pour l'instant, on n'en fait pas. Justement, on réfléchit à en faire et donc à mettre ça en place, puisqu'on est chez. Enfin, il y en a beaucoup dans nos contacts en bio, chez Biolay et tout ça, qui le pratiquent déjà. Et donc, on regardait pour essayer de mettre ça en place chez nous. Mais voilà, c'est pas évident d'adapter partout, quoi. Mm. Avec si vous avez deux bâtiments différents, c'est vrai que les veaux sous nourrice peuvent être adaptés parce que comme c'est des vaches qui sont séparées du troupeau laitier, ça permet de les faire adopter sous les veaux et de mettre la vache dans votre bâtiment des veaux, si c'est faisable. Ben, c'est ça, donc il y a deux sites en fait, mais il y a un site qui est dans le centre du village, donc là il n'y a pas accès à la pâture. Et sinon, le bâtiment des vaches laitières, lui, a accès au pâturage. Donc voilà, Ah oui, on va réfléchir. On réfléchit à tout ouais. ça. Voilà. C'est des Mm. questions en ce moment. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toutes les informations, de voir ce qu'on peut mettre en place chez nous, Mm. quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci. Il y a quelqu'un qui demande où on trouve les fiches définitives. C'est les fiches Euh, de Clara, je pense. Donc elles sont pas encore définitives, mais elles on les seront, enverra. ouais, elles seront diffusées Oui, on les dans enverra. quelques mois, quoi. Ouais. On vous les enverra par mail, puis après, elles seront aussi présentes sur le site internet. Je C'est pense ça. aussi bien du Oui, Fibel bien sûr. que du Transform Dairynet, que de Val of Bio. Voilà. Et Benjamin qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Du coup, enfin, moi, la question aussi que j'avais, c'est pour adapter un bâtiment, j'aurais voulu savoir aussi les points techniques au niveau des surfaces qu'il faut prévoir. Parce qu'on, enfin, on est en réflexion pour refaire un Mhm. bout de bâtiment parce qu'on manque de place. Là, pour l'instant, on fait du veau du coup sous la mer pour les veaux qui sont vendus et une ou deux genisses pour, enfin, on est en essai. Et en fait, on voudrait passer en vache nourrice. Et du coup, là, vu qu'on a besoin d'un agrandissement, qu'on n'a pas assez de place pour nos genisses, on réfléchissait à ça. Donc, j'aurais voulu savoir si on avait les surfaces et puis les aménagements à faire. Il y a la fiche du Fibel qui résume 11 cas de pratique d'élevage des veaux, soit sous la mer, soit sous nourrice, avec des photos ou des schémas de l'aménagement des bâtiments qui peut vous permettre d'avoir déjà quelques idées de ce qui est fait concrètement, notamment en Suisse, euh, qui peuvent déjà vous donner pas mal d'exemples de ce qui peut se faire. D'accord. Et puis, bah, du coup, ça se situe où en Suisse? Parce que je suis un peu voisin avec la Suisse. Ouais, c'est des fiches qui ont été faites. Pamela, tu sais, tu peux intervenir ou ça a été fait par le Fibel en Suisse, donc un peu partout en Suisse en fait. Il n'y a pas des sites en particulier. Non, alors il n'y a pas des sites en particulier. Après, il y a différentes fermes et puis aussi en Allemagne, hein, les exemples qui ont été Mm. présentés. Et puis, ben, c'est clair qu'ils essayent chaque fois d'adapter en fonction déjà des bâtiments existants et puis de redonner en fait une structure et puis d'essayer d'abaisser ben, voilà, les niveaux, que ce soit pour les abreuvoirs, créer des Mm. couloirs, enfin, en aménageant ça. Après, si on reconstruit complètement à neuf, là, effectivement, je pense que en tout cas, en Suisse, on a un site là qui s'appelle Muka, qui est beaucoup plus spécialisé que je dirais, en tout cas, ce que j'ai suivi moi ces derniers temps, qui eux font vraiment du conseil aussi en construction de bâtiments. Donc, il y a Cornelia Bourg qui s'est spécialisée là-dedans, dans la construction de bâtiments adaptés. Et c'est un site qui, pour l'instant, est malheureusement qu'en allemand. Mais Cornelia, je crois qu'elle parle un peu français. Donc, si vraiment il faudrait des, des questionnements plus spécifiques à votre bâtiment, je prendrai contact avec elle.
Oui, après, chacun adapte souvent, en fait, en fonction de son bâtiment, donc fait plutôt avec ce qui existe. Après, comme se disait Pamela, il faut mieux avoir des abreuvoirs adaptés aux veaux, pareil, des logements aussi, ou au moins avoir un endroit où... le mieux, c'est d'avoir des endroits qui sont accessibles qu'aux veaux, si vous les laissez en veau sous la mer, par exemple. Sous une nourrice, il n'y a pas forcément besoin. Et en bâtiment, il faut aussi avoir des endroits protégés du froid, souvent. Donc, où les veaux peuvent... il y a des choses en dessous, à 1 mètre du sol. Donc, pour les veaux, comme il y avait une photo de Clara tout à l'heure qui le montrait, où les veaux peuvent se protéger en hiver. Il n'y a pas vraiment de taille spécifique. Souvent, en bio, on respecte les, le cahier des charges des surfaces, mais il n'y a pas forcément de surface sinon spécifique, quoi. Mais il y a des articles qui existent, enfin, publiés en anglais sur la base d'études allemandes que j'avais trouvées avec, ils avaient fourni des dimensions de leur bâtiment, eux, à titre d'exemple, dans les exemples présentés et dans leurs conclusions un peu générales. Donc, on pourra vous les renvoyer aussi. On va faire ça. Mais il y avait ouais, toute une explication sur les équipements dans les bâtiments, comment les dimensionner, comment les aménager, les arranger à l'intérieur, etc. D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Moi, si on n'a plus de questions, on peut peut-être On clôturer peut ce webinaire. clôturer. On fera passer l'enregistrement. Enfin voilà, tout ça sera disponible aux participants, bien sûr. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions. On espère que ce webinaire vous aura plu, vous aura donné envie en connaître un peu plus sur ces pratiques. N'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez soit organiser des événements ou soit en savoir plus, comme ça, si vous avez des questions. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.